Du Pour ce faire, pour voir donc ces traces des procès des crimes de masse, pour voir pour quel usage pédagogique on en parle éventuellement, dans quel cadre, dans quel but, j'ai consulté quelques 250 manuels du secondaire depuis la fin des années 1950 jusqu'aux toutes dernières éditions, c'est-à-dire 2021. Alors, un mot quand même sur les programmes officiels et les manuels scolaires, parce que par exemple, un manuel scolaire, c'est un objet qui est familier. Voilà. On a l'impression que tout le monde connaît, mais c'est un objet qui n'est pas neutre. D'abord, il correspond aux attentes qui sont formulées par des programmes officiels, et ces programmes officiels, eux non plus, ne sont pas neutres, ils sont même souvent très politiques. Euh, et du coup, les programmes et les manuels nous disent aussi quelque chose de la nation, de la volonté d'écrire et de transmettre un roman national, ou alors de le déconstruire aussi parfois. Et peut-être d'ailleurs avant toute chose qu'un programme scolaire ou un manuel scolaire, c'est un outil de construction de l'oubli social. Parce que quand on établit un programme, c'est d'abord mettre de côté quasiment l'essentiel de l'histoire du monde. Mais de ce qui est retenu, c'est aussi une façon donc de façonner une mémoire publique. Des programmes et les manuels n'échappent pas non plus aux courants historiographiques, parfois contradictoires, concurrentiels, n'échappent pas aux débats, aux modes aussi également qui peuvent traverser la discipline historique. Mais alors là, je ne parle que du manuel, évidemment, il s'inscrit aussi dans une logique économique. Voilà, derrière, il y a des éditeurs, et les éditeurs, ils veulent vendre leur manuel. Et ils privilégient de plus en plus d'ailleurs la maquette, qui parfois entraîne de privilégier la forme sur le fond, même si les manuels aujourd'hui, les manuels scolaires, en tout cas en histoire, sont d'excellente facture, d'excellente qualité. Et puis enfin, ces programmes et ces manuels sont comme un miroir tendu à notre société. On essaiera de voir que, ben, assez souvent, ils collent aux préoccupations et aux peurs de leur époque. Alors, si on veut regarder maintenant, vraiment se pencher sur la trace de ces laissés par les procès de crimes de masse, forcément, pendant très longtemps, la seule entrée possible, c'est le TMI, c'est Nuremberg. C'est Nuremberg, donc dès la fin des années 50, début des années 60, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que les programmes d'histoire vont commencer à partir, de 1939, vont intégrer le temps présent et l'étude de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, ça ne voilà, il n'y a que Nuremberg. Alors comment on parle de Nuremberg? L'utilisation de Nuremberg, c'est dans les années 60-70 assez simple à cerner. Nuremberg revient de trois façons différentes. D'abord comme une immense banque de données, base de données documentaire, et les éditeurs vont puiser dans cette base de données pour montrer et expliquer les crimes nazis. Voilà. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est la déposition de Heuss, l'ancien commandant d'Auschwitz, qui est le plus souvent utilisée. Ensuite, l'autre façon d'aborder Nuremberg, mais en fait, c'est pas tant Nuremberg qui a abordé que la possibilité d'un procès après la guerre, parce que ce qui prend beaucoup de place dans les programmes à l'époque, ce sont les grandes conférences interalliées. Donc, on étudie dans les grandes largeurs Potsdam, Yalta, et on insiste sur le fait à un moment que, oui, les Alliés s'entendent pour juger les criminels nazis après-guerre. Et puis la troisième façon, on va retrouver Nuremberg, et ça va être de plus en plus présent au fil des années 60, c'est vraiment le procès en tant que tel. Voilà. Qui est jugé, pourquoi, quelle peine, voilà, ça arrive petit à petit. Bon, mais à l'époque, souvent les manuels, ce sont encore des livres, hein, pas le manuel tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment le livre qu'on n'emmène pas en classe, qui reste à la maison, qui est assez lourd avec des leçons. Et il va y avoir des premières innovations pédagogiques. Alors ça, j'aurais pas le temps d'y revenir, mais retenez que les innovations pédagogiques, quand il y en a, dans les années, fin des années 60, 70, 80 et jusqu'au début des années 2000, eh bien ces innovations viennent souvent de l'enseignement technique puis professionnel, où il y a, alors on pourra y revenir éventuellement si ça vous intéresse, peut-être une plus grande liberté pédagogique
laissé aux équipes d'auteurs. C'est par exemple dans un manuel d'enseignement technique qu'on va avoir pour la première fois une photo de la salle d'audience à Nuremberg, voilà, qui va être montrée. Bon, évidemment, on peut s'en douter, dans les années 60-70, il y a encore pas mal d'approximations et d'erreurs, mais je ne sais pas si c'est très rassurant, mais il y en a toujours, hein, des approximations et des erreurs encore dans les manuels, encore aujourd'hui. Les années 80 vont être un vrai tournant. D'abord au collège, parce qu'il va vraiment y avoir un traitement beaucoup plus pédagogique de Nuremberg. Par exemple, c'est dans un manuel de collège que pour la première fois, au début des années 80, on va quand même se poser la question, mais au fait, quels sont les buts de ce procès? Voilà. Donc on pose aux élèves, ils doivent travailler sur quels sont les buts du procès. Et au lycée aussi, tournant au lycée, hein, c'est dans les manuels de lycée qu'on va avoir pour la première fois des dossiers complets d'une page, 2 pages, consacrés, donc avec beaucoup de documents, beaucoup de questions consacrées à Nuremberg. C'est d'ailleurs très intéressant, il y a une petite... les nouveaux programmes de lycée, c'est début des années 80. Et là, tous les manuels sont hyper critiques dans leur façon de présenter Nuremberg. Nuremberg, je prends par exemple le manuel chez Magnard, c'est un mauvais procès. C'est un procès voilà, où on va vraiment, c'est à charge, quoi. C'est justice de vainqueur, c'est un procès, il y a la question qui est posée aux élèves, c'est à la fin, c'est la synthèse. Bon, un procès, c'est justice ou vengeance, Nuremberg. Voilà, mais on sent bien que tous les documents amènent à une vision assez négative, mais effectivement, cette vision négative, elle est la règle dans les années 60-80, parce que, en fait, on est dans un contexte de guerre froide, et Nuremberg apparaît comme une petite parenthèse qui vient à la fin d'un monde, d'une ère des catastrophes, pour reprendre l'expression d'Eric Hobsbawm, donc 1914-1945, et qui n'aboutit pas forcément à un nouveau monde vu très positivement, parce que dans tous les manuels, on insiste sur la possibilité de l'apocalypse nucléaire. C'est très fort, hein. Je pourrais vous donner des extraits, mais c'est très anxiogène, voilà, y compris pour des petits troisièmes. On leur livre ce discours-là de, en gros, maintenant on peut faire péter la planète 15 fois. Enfin, voilà. Donc ça, cette vision très, très négative va disparaître dans les années 2000. Disons années 90, années 2000, tout simplement parce que la guerre froide s'est terminée, et maintenant, c'est la guerre froide qui est une parenthèse. Et les années 90, c'est le retour d'une justice pénale internationale, donc dans les manuels, on va lier Nuremberg à la mise en place de cette nouvelle justice pénale internationale. Et donc le lien est fait comme ça. Et donc la vision de Nuremberg va être beaucoup plus positive. Surtout, alors par exemple au début des années 2000, dans les manuels de lycée, c'est très clair. D'abord, Nuremberg fait l'ouverture de tous les chapitres, de tous les éditeurs, et la vision est extrêmement positive. On parle de la révolution Nuremberg, voilà, ça a été une révolution copernicienne, c'est le fondement de la justice pénale internationale telle qu'elle est à ce moment-là, en train d'être définie. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un renversement complet. Alors, de fait, il y a cette question de cette justice pénale internationale qui se met en place dans les années 90, début 2000, avec donc les TPI et la CPI, par rapport aux crimes qui sont commis au Rwanda, en ex-Yougoslavie. Il y a une vraie réactivité des équipes de rédacteurs des manuels. On en parle très vite dans les années 80. Même au début des années 90, des manuels de 92, 93 en parlent. On en parle aussi en étant très critique, hein, en parlant d'une inefficacité de la communauté internationale. Mais c'est intéressant de voir que cette inefficacité empêche de voir, enfin qui est relevée, empêche de voir que malgré tout, il y a la mise en place de tribunaux pénaux ou ensuite d'une cour pénale
internationale, donc pérenne. Ça, ce n'est pas vu, certainement pour plusieurs raisons. Le fait que cette justice soit voilà, toute nouvelle, en cours, qu'il n'y a peut-être pas assez de recul, peu de littérature scientifique sur la question, en tout cas de travaux d'historiens dans un premier temps. Et puis, ça dépend aussi de l'échelle, de votre angle d'attaque. Et en fait, les dossiers qui sont consacrés aux crimes qui sont commis dans l'ex-Yougoslavie s'insèrent généralement dans un chapitre qui est centré sur l'Europe, l'étude de l'Europe. Et donc, ce choix d'échelle empêche de voir une échelle supra-européenne et donc d'être dans une vision internationale. Voilà, c'est une des explications. À partir des années 2000, et pour les 20 ans qui nous séparent d'aujourd'hui, il y a deux ruptures fondamentales à relever. La première rupture, je n'aurai pas le temps d'en parler énormément, c'est la rupture des années 2000. Rupture des années 2000 dans les programmes de lycée, puisque Stéphane Michonneau en a parlé tout à l'heure, la mémoire devient objet d'histoire, donc ça se répercute. Il y a toujours un petit décalage, hein, mais ça finit par se répercuter dans les programmes et dans les manuels scolaires. Donc il y a cette question qui s'impose au lycée général d'étudier les mémoires, notamment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Shoah. Petite parenthèse, tout ce qui est mis en place dans les programmes en lien avec l'histoire de la Shoah, c'est directement lié au procès Barbie de 1987 qui permet de réintroduire cette question, enfin plutôt d'introduire de façon beaucoup plus solide cette question d'histoire dans les programmes scolaires. Alors, c'est le seul moment vraiment dans l'histoire des programmes d'histoire, cette étude de la mémoire, où l'on va parler vraiment de manière obligatoire des procès qui ont lieu en France, que ce soit les procès de l'épuration, procès Pétain, et des procès Barbie, Touvier, Papon. Ce sont des incontournables. Avant, on pouvait en trouver trace, mais c'était plutôt optionnel. Là, c'est incontournable. Mais cette question, elle a été abandonnée depuis. Hein. Elle n'est plus du tout au programme. Donc, c'est vraiment voilà, une quinzaine d'années, un petit peu plus, où on s'est centré sur ces procès-là. Et on se centre sur ces procès-là. Pour revenir sur ce que Stéphane Michonneau disait ce matin, on voit bien que la lecture, c'est vraiment la mémoire poids. Hein, l'historien le plus cité, c'est Rousseau. Un peu plus de détails sur la seconde rupture dont je voulais parler, qui a aussi lieu au lycée et qui est très récente, c'est la rupture de 2019. Alors vous savez peut-être qu'en 2019 ont été introduits des enseignements de spécialité en première et terminale. C'est-à-dire vous quittez à la fin de votre année de seconde, vous devez choisir 3 enseignements de spécialité et vous en gardez 2 en terminale. Et parmi ces enseignements de spécialité, il y en a un qui s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, HGGSP. Il se décompose en 6 thèmes en terminale, et pour chacun des thèmes, l'enseignant a 26 à 28 heures. L'un des thèmes s'appelle Histoire et mémoire. Il y a une grosse introduction où on définit histoire, mémoire, crime contre l'humanité, génocide. On en fait même l'histoire de la construction de ces notions juridiques. C'est très poussé. Et puis il y a 2 axes. Je laisse de côté l'axe 1 sur les mémoires, mais l'axe 2, c'est histoire et mémoire, et l'axe 2, c'est justice et mémoire. Et là, 2 sujets d'études obligatoires, les gachacha et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui doit amener à la mise en place d'une justice internationale pérenne. Enfin, c'est lu comme ça dans les manuels. Et puis il y a un objet, alors attendez, parce que c'est un jargon, un objet de travail conclusif, enfin bon bref, un thème de conclusion, qui est l'étude du génocide dont les Juifs et les Tziganes ont été victimes donc, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a pas mal de nouveautés dans cette approche de cet enseignement de spécialité. D'abord, l'introduction d'une étude à différentes échelles, hein. On veut étudier cette justice à un échelon local, donc c'est l'étude des Gacaca au Rwanda, et puis il y a la volonté d'avoir l'étudier à un échelon international, donc le TPI grec. Autre nouveauté, on pose la question vraiment de voilà, que fait la justice, que peut faire la justice, que peut faire un procès, et est-ce que ça correspond aux attentes de la société civile? Est-ce que ça correspond aux attentes des victimes? Voilà, ça c'est quelque chose dont on ne parlait jamais avant au sein d'une classe. Voilà, ça c'est dans le programme. Alors il y a un truc un peu tendancieux, j'en parlerai peut-être si j'ai le temps, c'est le procès qui aide à mieux comprendre l'histoire. Et puis, il y a beaucoup d'approfondissement, évidemment, ben, c'est quand même une spécialité, donc on va parler de justice transitionnelle, de mécanismes, de compétences universelles, etc. etc. Donc on voit que ce qui reste de la première rupture des années 2000, c'est la mémoire, enfin, le procès comme outil de construction de la mémoire. Donc ça c'est intéressant. Et du coup, vous avez maintenant des sujets qui décrits au bac, alors c'est 1 an sur 2, mais ça je ne rentre pas dans les détails, qui potentiellement peuvent être, alors j'ai pris un exemple, la justice est-elle suffisante pour réconcilier un peuple? Voilà. Ça c'est les sujets du bac maintenant. C'est pas mal quand même. Alors, on peut, et vous avez 2 heures, oui, des limites. Alors que jusque-là, quand on étudie, j'ai peut-être pas assez insisté, mais quand on étudie un procès en classe, généralement, c'est, je répète, hein, où ça a eu lieu, quand ça a eu lieu, quelle victime, qui juge éventuellement, quelle victime, quel chef d'accusation, quelle peine. Point. Et puis, éventuellement, pour des lycéens, une synthèse en jeu limite. Ça ne va pas plus loin, vous voyez, la spécialité va quand même assez loin. Cela dit, voilà, sur l'histoire, le procès qui permet d'écrire l'histoire, c'est vrai que on voit certains manuels simplifient vraiment ça. On a l'impression que le procès devient un lieu de production de la vérité historique. Enfin, c'est assez étonnant. On peut regretter que ce soit toujours les mêmes exemples, finalement, qui sont mis en avant. C'est-à-dire Nuremberg, Rwanda. Je dis Nuremberg parce que oui, dans l'objet conclusif, c'est Nuremberg. Forcément, il y a la partie justice. Je ne l'ai pas précisé. Rwanda, Yougoslavie. Hein, et jamais Sierra Leone, jamais Cambodge, encore moins les affaires qui sont en jugement aujourd'hui à la CPI, et encore moins les enquêtes en cours diligentées par le bureau du procureur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, on voit jamais la justice au travail. Voilà. Et vraiment le fonctionnement de la CPI, bizarrement, ça ne l'est pas. Il y a aussi, mais ça je crois que je pense que je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est très intéressant, il y a la réintroduction d'une dimension critique dans la lecture des procès qui est proposée aux élèves, mais c'est toujours par rapport au TPI grec. Le Rwanda s'est présenté comme un exemple parfait de réconciliation nationale. On a des biographies de Paul Kagame, on a des citations de Paul Kagame dans plusieurs manuels, mais ça ne pose jamais la question de la réalité de la démocratie au Rwanda. Et c'est dommage, parce que du coup, ça pourrait poser cette question qu'on a un peu effleurée ce matin, de voilà, est-ce que pour qu'il y ait réconciliation, par exemple, il faut forcément qu'il y ait un État porteur de valeurs démocratiques? Bon, ça passe un peu à l'as. Les premiers plats sont essuyés là, hein, depuis 2019, donc il va y avoir de nouveaux manuels qui vont paraître, certainement. Donc là, ce serait intéressant de voir comment ils rectifient ou non le tir, et par exemple, comment ils vont prendre en compte ce qui se passe en Ukraine, ou pas d'ailleurs, à voir. Un mot sur ce qui reste, parce que c'est une spécialité, je l'ai dit. Alors, les chiffres officiels de l'éducation nationale nous disent qu'en terminale, il y a à peu près 28% des élèves donc de terminale, tout confondu, qui choisissent cette spécialité. Donc, 28%, donc on est quand même sur une toute petite partie des élèves. Alors, qu'est-ce qui reste dans le tronc commun? Qu'est-ce qui reste dans la culture commune? Alors, pour les élèves qui vont au lycée général, il reste de toute façon le passage obligé par Nuremberg. Ça n'a pas bougé. Il reste le passage optionnel par TPI, CPI. Voilà, c'est optionnel. C'est-à-dire que le professeur peut préférer un autre thème.
du moins pour le développer. Oui, pardon, j'allais oublier. Il reste Nuremberg, mais pas que, parce que la nouveauté, c'est Nuremberg et Tokyo. Les deux sont pris ensemble maintenant. Qu'est-ce qui reste en troisième en histoire? Rien. On ne parle plus de justice pénale internationale en histoire en troisième et on ne parle plus de Nuremberg. Pourquoi on ne parle plus de Nuremberg? C'est très récent ça. C'est tout simplement parce que les directives officielles demandent toujours aux enseignants d'histoire de présenter la Seconde Guerre mondiale, mais ne demandent plus de faire le bilan de la Seconde Guerre mondiale. Donc, si on ne fait pas le bilan, généralement on ne parle pas de Nuremberg. Hein, sachant qu'entre dans le programme d'histoire, il ne se passe rien entre 1945 et 1947. Hein. Fini la guerre en 1945, 1947, début de la guerre froide. En les filières technologiques et professionnelles, il n'y a quasiment rien, on parle quasiment plus ni de Nuremberg, de justice pénale internationale. En histoire. Parce qu'en réalité, on en parle toujours, mais dans les programmes d'EMC, d'éducation morale et civique. Il y a un glissement de ces questions vers l'EMC. Ce qui est intéressant parce que la perspective n'est pas la même. Hein. La perspective n'est pas la même. On ne replace plus ça dans une dimension historique, dans une profondeur historique. Ça veut dire qu'on va maintenant parler de cela dans une leçon qui est centrée sur les droits de l'homme, dans une perspective plus universaliste. Voilà, je ne dis pas si c'est mieux ou moins bien, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Et puis surtout, le fait que ça vienne en EMC, bon, quand on est enseignant, ce qui est mon cas, hein, on sait qu'on fait bien le programme d'histoire, bien le programme de géographie, on fait évidemment très bien le programme d'EMC, mais on y consacre moins de temps à l'EMC, hein, dans le découpage. Il y a moins de temps. Donc, on aura tendance à survoler ces questions, alors que quand on les abordait dans le programme d'histoire, on les abordait de manière un petit peu plus approfondie. Voilà. Là, on peut très bien se contenter de dire sur le chapitre sur l'ONU, en EMC, en troisième, voilà les grandes missions de l'ONU, le maintien de la paix, l'aide au développement, le respect des droits de l'homme. Ah, et dans le respect des droits de l'homme, il y a la justice internationale. Même pas la justice pénale internationale, la justice internationale. Voilà. Donc ça peut être assez succinct, ce qui fait que voilà, il peut y avoir des élèves qui vont faire, pour peu qu'ils n'aillent pas en lycée général, qui vont faire leur scolarité sans entendre parler de justice pénale internationale, passée ou présente. Est-ce grave? Je ne sais pas. Pour conclure rapidement, j'en profite, vous n'avez pas de montre. Si, ah mince, zut. Aïe, mince, j'aurais pas dû. Alors, les buts du procès. Puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, les buts du procès, il y a deux choses qu'on retient, c'est que vraiment, enfin, si je vais dans le détail, il y a beaucoup plus de choses, mais on voit que le procès, ça sert à punir, ok. Donc le procès, pour crime de masse, c'est lutter contre l'impunité. Ça, c'est un trend qu'on retrouve sur les 4-5 décennies là, dernières, mais on voit quand même comment, depuis 25 ans, l'autre chose qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est devenue la plus importante, c'est le procès dans la construction des mémoires. Voilà. C'est ça finalement qu'on retient si on regarde bien le détail de ce qui est proposé. Deuxième chose, il y a un écueil fondamental, je vais en parler en conclusion quand même, un écueil fondamental qu'on retrouve dans les manuels, c'est ils n'arrivent pas, parce que c'est très dur, ils n'arrivent pas à incarner la justice pénale internationale, ou la justice internationale tout court. Comment incarner ça? Alors, on utilise les témoignages des accusés, des victimes, okay, pour donner un peu de chair à tout ça. Mais il n'y a jamais une entrée par l'histoire sociale des acteurs de la justice internationale. On évacue même le rituel judiciaire et la parole n'est jamais donnée aux juges, aux avocats, aux procureurs. Et il me semble pourtant que, y compris pour Nuremberg, hein, ça pourrait être des entrées extrêmement intéressantes. J'ai même été très surpris de voir qu'on utilise... Les manuels ne renvoient jamais à la CPI. Même les accompagnements programmes ne renvoient pas au site de la CPI, au site internet de la CPI, qui est pourtant très bien. En plus, on peut voir une justice en train d'être rendue en quasi direct. Encore une fois, voir une justice au travail, ça reste invisible, ça. Bon. L'autre chose, c'est
Du coup, ce qui serait aussi intéressant de faire, c'est une étude comparée, du coup internationale, parce que, alors pas forcément sur Nuremberg, ça a été un peu fait, mais juste sur cette justice pénale internationale qui revient depuis les années 90 dans différents pays. On n'en parle pas, si on n'en parle pas, pourquoi, si on en parle, comment. Moi, je trouverais ça très intéressant. Dans les pays qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, ou même qui ne l'ont pas signé, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà. Moi, ça m'intéresserait de savoir ça. Et puis la dernière petite chose, c'est que, évidemment, là, je vous ai parlé, alors, je suis désolé, hein, j'ai fait un survol hyper rapide, mais vraiment très rapide. Euh, il y a quelque chose qui nous échappe, évidemment. Ce qui nous échappe, et peut-être que c'est le plus important, c'est que se passe-t-il à l'intérieur des quatre murs d'une classe? C'est-à-dire comment les enseignants s'approprient ces thèmes-là et comment les élèves également, enfin, qu'est-ce qu'ils en retiennent, qu'est-ce qu'ils en retirent, comment eux aussi s'approprient ça. Bon, cela dit, ce serait une enquête qui serait extrêmement compliquée à mener, qui serait passionnante à mener, mais qui serait compliquée. Voilà. Les programmes et les manuels, moi, ça m'allait très bien pour commencer. Je vous remercie beaucoup de votre attention.